c'est l'histoire d'un petit colibri qui est dans la forêt et il y a un incendie. Le petit colibri, qu'est-ce qu'il fait? Il va au lac d'à côté, il prend des gouttes, il met sur l'incendie. Et puis il fait plein d'allers-retours comme ça. Et à un moment donné, il y a un tatou qui se présente à lui qui est assez énervé par ce qu'il fait. Et il lui dit, mais tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul. Et petit colibri lui dit, oui, mais je fais ma part. Alors bonjour, je m'appelle Shaina Lebeau. Je suis communicatrice animale, également comportementaliste animale, et je m'occupe du bien-être des animaux et également d'accompagner les êtres humains. Et pour ça, je me suis formée il y a de nombreuses années également en tant que sophrologue, en tant qu'hypnothérapeute et sur d'autres thérapies qui permettent de débloquer des choses dans l'inconscient de l'être humain pour qu'il puisse avoir une vie plus légère, plus confortable et plus épanouie. Je m'appelle Florent, je pratique la communication animale en professionnel depuis 3 ans. Je suis le compagnon de Shaina également, on travaille ensemble. On travaille en initiation et également en professionnalisation pour sensibiliser les gens à la communication animale. Le but étant toujours pour l'être humain, dans mon fonctionnement, qu'il puisse voir les choses autrement, pour pouvoir vivre ses expériences d'une autre manière et surtout en prenant ses responsabilités. Et c'est une des choses que nous enseignent les animaux, c'est de prendre nos responsabilités parce qu'eux vont nous mettre sur la voie pour nous expliquer où on en est, ce qu'ils peuvent nous suggérer, mettre en place, etc. Écouter ce que les animaux ont à dire et notamment faire passer des messages à leurs humains. Donc la communication animale a pour intérêt de mettre en relation les animaux dans un cadre domestique avec leurs humains ou de pouvoir permettre aux humains de communiquer aussi avec les animaux sauvages et de les laisser s'exprimer. La communication animale, pour moi avant tout, c'est d'écouter ce que les animaux ont à dire. Quand on a un animal qui est au monde depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, l'être humain avec lequel il vit va se baser sur ce qu'il voit du comportement de l'animal et non pas sur ce qu'il est vraiment. Et dans la communication animale, on est vraiment à l'intérieur de l'animal, on parle de cœur à cœur en fonction de ce que l'animal a vraiment besoin d'exprimer et non pas forcément ce que nous on a envie d'entendre. Donc on ne va jamais se baser sur ce que l'on voit, mais surtout le reste, tout ce que l'animal a à l'intérieur. Donc le but c'est d'avoir son avis. On peut tout d'abord l'écouter, une séance, on va d'abord écouter tout ce que l'animal a à dire spontanément. Et après, dans un deuxième temps, on va pouvoir leur poser toutes les questions que l'être humain a besoin de poser à l'animal. C'est un échange qui passe d'abord par l'écoute. À mon cœur. Tout le monde peut pratiquer la communication animale. J'en suis un exemple vivant, puisque on l'enseigne dans nos différents stages. Ensuite, il n'y a pas de niveau, il n'y a juste que de l'expérience et de l'expérimentation. Il suffit simplement d'être reconnecté à la télépathie pour pouvoir faire cette connexion avec les animaux. Pour la première fois de sa vie, quand on va faire une première communication avec un animal, pour lui c'est un instant complètement magique parce que pour la première fois, il va pouvoir exprimer des choses et être totalement compris dans l'intégralité de ce qu'il a besoin de transmettre. Et c'est ça la communication animale avant tout, c'est d'être à l'écoute. Inouk a toujours des choses à dire pendant les formations et quand il estime que c'est important d'intervenir, il intervient et c'est lui qui décide. Bien sûr, on va s'occuper de les écouter, de leur demander pourquoi il y a tel comportement qui sera adapté ou inadapté, pourquoi est-ce qu'il a tel fonctionnement, pourquoi, toutes les questions humaines. Et le but étant que le comportement qui serait inadapté puisse complètement disparaître à partir du moment où l'être humain va mettre en place tout ce que lui suggère l'animal. Donc en une séance, le comportement inadapté peut disparaître. C'est pour ça qu'une communication animale, ça prend entre 1 heure ou 2 heures, parfois plus. La télépathie, c'est quelque chose qu'on a tous à la naissance. Mais qu'on perd en grandissant,
qu'on perd par les croyances, par la formation, par l'école, par la société. Mais c'est quelque chose qu'on pratique souvent au quotidien sans s'en rendre compte. Dès la naissance, on arrive au monde, on est conditionné par notre famille, par l'environnement, par ce que l'on attend de nous et que l'on essaye de faire au mieux. Et du coup, on se coupe de la télépathie, mais pas que, également des animaux, de la nature. Et en fait, on fait augmenter notre cerveau gauche au détriment du droit. Et du coup, on devient dans le mental et petit à petit, on se coupe de nos ressentis pour pouvoir mentaliser. Jusqu'au jour où on vient à un stage de communication animale, d'initiation, où là, on vient se reconnecter. On vient expérimenter comment on fonctionne comment on fonctionne quand on est en mode télépathique. Et une fois que l'on a nos propres codes personnels, parce que chaque être humain a ses propres codes, donc à la fin, je dirais, de la première journée de stage, tous les êtres humains savent comment ils fonctionnent quand ils sont en mode télépathique. Souvent, quand on appelle quelqu'un au téléphone et qu'il nous dit « tiens, j'allais t'appeler ». Donc ça, c'est de la télépathie, mais c'est de la télépathie inconsciente. L'idée dans l'initiation et dans la formation, c'est de reconnecter tout le monde à la télépathie. Et la télépathie, c'est une communication au travers des 5 sens plus l'intuition. Oui, tout le monde peut se reconnecter à la télépathie. Ce n'est pas un don. Je n'ai pas de don. J'ai juste des choses que j'ai conservées pour différentes raisons liées à mon histoire. Et tous les êtres humains peuvent se reconnecter à la télépathie. On l'a tous à la naissance, sans aucune exception. Les animaux communiquent entre eux par télépathie. Ils s'expriment entre eux et ils ont la capacité à pouvoir capter toutes nos pensées. Pour pouvoir communiquer par télépathie, il faut simplement un émetteur et un récepteur. Et à partir de là, on envoie de l'information par les différents sens. Et chaque personne fonctionne de façon différente et a des canaux plus ou moins ouverts par rapport à ses sens. On n'a pas besoin, comme dans les films de science-fiction, de se mettre un casque avec plein d'électrodes. On a juste besoin d'avoir un émetteur, un récepteur. Donc l'émetteur, ça va être par exemple un humain et un récepteur animal. Et on va échanger ensuite par nos sens. Donc on a tous 5 sens et un 6e qui est le ressenti et l'intuition. On ne va pas communiquer avec des mots, on va communiquer uniquement avec des sens. Donc ça ne fait pas de bruit, c'est très silencieux et ça a un avantage énorme, c'est que par télépathie, on ne peut pas se couper la parole puisqu'on écoute jusqu'au bout. Et alors que par des mots, on va évidemment à un moment donné déjà réfléchir à la réponse qu'on va donner à l'être humain avant même qu'il ait terminé de parler. C'est pas possible en télépathie. Chez moi, ça s'est pas manifesté. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai compris que tous les êtres humains ne communiquaient pas par télépathie avec les animaux. Moi, je pensais que tout le monde le faisait et que c'était quelque chose de naturel pour tout le monde. Et donc ça a été une surprise pour moi, évidemment. Et donc c'était enfant, j'avais à peu près 8 ans quand j'ai eu cette nouvelle. Et ça s'est passé dans des circonstances un peu particulières où on m'a demandé d'arrêter de communiquer avec les animaux, puisque j'en parlais particulièrement avec les animaux avec lesquels je vivais régulièrement, mais pas toujours. En fait, je vivais dans 2 endroits en même temps. Et donc le jour où j'ai appris ça, on m'a dit arrête, et je me suis dit je vais vraiment me taire. Mais la petite fille que j'étais a pris cette décision complètement sans réfléchir, et j'ai plus parlé jusqu'à l'adolescence. Je m'exprimais quasiment pas et je me rendais presque invisible pour être tranquille. Et du coup, ça m'a permis de garder la télépathie active et de ne pas être coupée. Je suis restée connectée à la nature, etc., tout en ayant d'autres activités. Alors moi, c'est pas très vieux. J'étais pas du tout dans ce milieu-là, puisque je travaillais dans la finance. J'étais quelqu'un plutôt cartésien et pour moi la télépathie c'était quelque chose de très abstrait, voire inimaginable. Et puis vivant avec Shaina, c'est effectivement plus facile d'être sensibilisé et puis j'ai vu un petit peu l'évolution des choses et je voyais comment les stages d'initiation évoluaient. J'ai décidé de m'y intéresser. Et comme je le disais, c'est effectivement quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je m'y suis intéressé il y a quelques années et je me suis fait reconnecter, comme la plupart des gens qui viennent dans nos stages d'initiation.
au départ, pour moi, c'était de comprendre comment je fonctionnais en mode télépathique. Et au début, c'était essentiellement des images. Je percevais par image. Donc il fallait que je traduise les images de la façon la plus exacte. Et puis avec l'expérience, les autres sens se redéveloppent. On arrive à quelque chose de plus global avec l'auditif, le toucher, le goût et l'intuition. Sur le moment, je ne me suis absolument pas posé de questions et ça c'est la première chose, c'est que très jeune, je me suis posé très peu de questions. Je vivais la vie telle qu'elle était et j'étais très renfermée. Je ne m'exprimais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis restée à l'intérieur de moi, en introspection la plupart du temps, beaucoup plus que tournée vers l'extérieur. Et en étant en introspection, j'ai aussi eu la chance, de par mon histoire, de rencontrer des bouddhistes tibétains très jeunes et d'assister à des enseignements et d'assister à des cérémonies. De recevoir tout ça sans me rendre compte de ce qui se passait, mais tous ces échanges, tous ces je sais pas. En tout cas, ça m'a enrichi sans que je m'en rende compte, et c'est toute mon histoire qui fait qui je suis aujourd'hui en fait. Donc, beaucoup de choses aussi très personnelles que je n'ai pas forcément envie de raconter, qui m'ont permis de faire un chemin d'être humain avec beaucoup d'expérience, et puis d'être là aujourd'hui et d'être très apaisée, très apaisée. Quand on est en connexion comme ça avec un animal aussi puissant que lui, en fait on ressent un amour qu'on ne ressent pas dans d'autres circonstances. C'est tellement fort, ça remplit, je ne peux pas expliquer avec des mots. C'est d'une puissance incomparable, c'est bon. Et ça met les larmes aux yeux. Donc là par exemple, c'est un cheval qui n'est pas mon cheval, je ne suis pas son humaine et je ne peux pas, à part échanger de l'amour avec lui, je ne peux pas communiquer complètement avec lui parce que l'humaine n'est pas présente. Donc ça veut dire que, d'ailleurs il n'est pas content, il s'en va. Si l'humain n'est pas présent, l'humain ne va pas pouvoir entendre tout ce que va lui dire son animal et donc il ne va pas pouvoir non plus mettre en place derrière ce que lui demande son animal. Donc ça veut dire qu'on discute et puis derrière on ne peut rien faire. Et les animaux nous demandent toujours une action après avoir discuté avec eux. On ne peut pas discuter pour discuter. Il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Et pour eux, c'est très important que l'être humain entende ce qu'ils ont besoin de dire et d'exprimer. Lors d'une communication avec un chien qui avait un comportement inadapté pour son humain, puisqu'il n'arrivait pas à rester seul et exprimer certaines choses. Et lors de la communication, en fait, il m'a montré qu'il faisait l'autruche. Tout simplement, c'était une image où il mettait la tête dans la terre pour montrer en fait que son humaine ne voulait pas voir certaines choses. Donc voilà un exemple d'image, par exemple, que j'ai reçu et que l'animal m'a envoyé, plus précisément, m'a montré lors d'une de mes premières communications, je me souviens. J'ai écrit un code éthique et dans ce code éthique, je le fais signer à tous les stagiaires qui viennent parce qu'ils s'engagent justement à avoir un comportement juste après, quand le stage est terminé. Je fais très attention aux déviances qu'il peut y avoir après les stages d'initiation pour que chacun ne parte pas dans tous les sens. Et je répète beaucoup tout ça. C'est très important de respecter ce qu'ils disent, de les écouter jusqu'au bout. On ne peut pas simplement se dire je vais poser une question à un animal, ça ne suffit pas. Il a besoin d'abord d'écouter, que nous on écoute tout ce qu'il dit spontanément et seulement après on pourra poser des questions. Mais on ne va pas le matin arriver et dire ouais je te dis juste ça. Alors après au quotidien on communique nous avec nos animaux et évidemment qu'on peut échanger juste une question parce qu'on vit avec eux. Mais sinon comme ça non, ça ne suffit pas. Alors scientifiquement, je sais que des études ont été menées sur la télépathie, mais elle n'est pas reconnue effectivement sur le plan scientifique comme quelque chose d'établi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on reconnecte une personne à la télépathie et que pendant le stage, elle commence à faire des premières communications sur des animaux, avec des animaux qui ne sont pas forcément les siens,
et que l'humain en face valide toutes ces informations, l'humain qui a fait la communication comprend qu'il s'est passé quelque chose. Et là, c'est là qu'on peut, lors d'une communication, effectivement, valider la réalité de l'information et notamment la réalité de la communication. Parce que quand on est en communication avec un humain, une séance, ça dure entre 1 heure et 2 heures, et l'animal va s'exprimer sur les choses qui sont les plus importantes pour lui, mais souvent en parlant de lui, bien sûr, mais en parlant de ses humains. Et lorsqu'il parle de ses humains, il y a des fois, il a beaucoup de choses à dire. Et quand il commence à parler de son humain, il peut être amené à parler du quotidien, de choses qui sont très profondes et qui peuvent remonter jusqu'à son enfance. Quand on commence à traduire les informations que l'animal nous transmet, là, on sait qu'on est dans la réalité puisque derrière, on a des humains qui valident. On ne va pas non plus imposer quoi que ce soit à l'animal. On va lui demander son avis, discuter et trouver des solutions ensemble. Ou lui annoncer quelque chose aussi. Si par exemple l'être humain a pris une décision de déménager, par exemple, on va l'annoncer à l'animal parce que la décision est prise. Donc on ne va pas lui faire croire, genre je te demande ton avis, et derrière le faire dans tous les cas. Lui, l'animal, il fonctionne très simplement. Il est dans le moment présent. Il ne vit que dans le moment présent. Et quand il communique avec nous, quand il communique avec des humains, c'est jamais pour se plaindre, c'est jamais pour dire de mauvaises choses. Il est sans jugement et il est toujours dans la bienveillance. Donc s'il a quelque chose à dire, même si parfois ça peut faire mal, c'est toujours pour aller dans le bon sens, et pour lui et pour son humain. On peut peut-être parler de conscience, effectivement, par rapport à ça, mais l'animal, lui, ne fonctionne jamais avec son mental. Il ne va pas se poser les questions que l'humain se pose en permanence et qui lui pourrissent la vie au quotidien. L'animal fonctionne de façon très simple. Il est cash, il dit les choses de la façon la plus simple possible, tout en étant dans la réalité et en étant au plus juste. Chez moi, personnellement, je reçois des messages avec beaucoup d'images et beaucoup d'informations qui viennent par mon intuition et mon ressenti. En fait, quand l'animal me parle, instantanément, j'ai les informations et j'écris, et je ne m'arrête que quand l'animal a terminé. Donc ça, c'est quelque chose de totalement naturel et ça vient spontanément. Après, quand on débute et quand les stagiaires arrivent le samedi matin, bien évidemment, le stage est très progressif pour permettre à chacun de faire ça, mais au bout d'un certain temps. Et alors il y a des personnes qui vont plus ou moins vite, non pas parce qu'ils sont plus doués, parce qu'ils ont été plus ou moins conditionnés aussi. Et parce que leur fonctionnement est plus par des images, par des sons, par des ressentis. Comme je le disais tout à l'heure, chacun étant différent. Alors il y en a qui vont recevoir plein d'images, il y en a d'autres, quand on leur demande de visionner des choses, ils vont voir du noir. Par contre, ils vont entendre. Tout est possible. On observe les animaux, on se base souvent sur ce que l'on voit. Et à partir de là, on émet un jugement. Donc dès qu'on émet un jugement, on est dans le mental. On se projette et on interprète. Or, la communication animale, c'est absolument pas ça. C'est avant tout d'écouter. Donc souvent, quand on nous appelle, c'est pour nous dire, ben voilà, mon animal fait ci, fait ça, je pense que. On les arrête tout de suite et on leur dit, ben écoutez, on va d'abord écouter l'animal, puisque ce qui est important, c'est que s'il a un comportement à un moment donné, c'est pour exprimer quelque chose. Donc un animal qui a l'air triste n'est pas forcément un animal triste. Il peut tout à fait, au fond de lui, être extrêmement joyeux. Par contre, il développe un comportement de tristesse pour exprimer quelque chose par rapport à son humain. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que l'animal est le miroir de l'homme, parce que dans toutes les situations, on a pu remarquer par expérience que si l'animal développait un comportement inadapté, c'était pour exprimer quelque chose par rapport à son humain. Au niveau conscience, ils ont conscience de qui ils sont, ils ont conscience de pourquoi ils sont là, ils ont conscience de leurs émotions, ils ont conscience de leurs ressentis, ils ont conscience de tout ça. Ensuite, quand on parle de l'ego, derrière l'ego, moi j'entends souffrance. Parce que quand on développe un ego, c'est parce qu'on souffre derrière et qu'on peut avoir... T'es d'accord avec moi? C'est cool.
c'est qu'on peut avoir un comportement inadapté. Et tous les comportements inadaptés, que ce soit chez eux ou chez nous, ils sont liés à une seule chose, c'est la souffrance. Donc à partir de là, ils peuvent souffrir de plein de choses qui leur appartiennent, donc au niveau physique, mais également au niveau psychologique, mais ils peuvent également avoir des souffrances liées avec l'être humain avec lequel ils vivent. Donc tout ça, on en discute en fait. Et en fait, c'est en échangeant avec eux qu'on a les informations. Eux peuvent parler de tout sans exception. On peut leur poser toutes les questions possibles et imaginables à partir du moment tout de même où ça appartient à leur environnement. On ne va pas leur demander ce qu'ils pensent de la politique actuellement aux États-Unis, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui va leur tenir à cœur. La communication animale permet d'aller profondément dans l'échange entre l'humain et l'animal. On ne parle pas de relation maître-animal, on parle simplement de relation humain-animal. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'animal est positionné dans un foyer. Quand on parle d'animaux domestiques, l'animal fait partie d'un foyer. Il n'est absolument pas en dessous de l'humain. Donc on ne raisonne plus du tout en pyramide avec l'humain au sommet, comme on aurait tendance à vouloir se positionner en permanence. Donc ce qui est intéressant, c'est de raisonner de cette façon-là et de donner sa véritable place à l'animal, notamment l'animal domestique, à l'intérieur du foyer. Les animaux domestiques ne sont jamais là par hasard. Et ils sont capables de trouver des chemins de traverse assez impressionnants pour pouvoir arriver à l'endroit où ils ont une mission avec un être humain. Alors comment ça se passe ? Un animal, quand il est dans une famille, donc dans une famille où il y a des êtres humains et des animaux, il va avoir une mission avec un des êtres humains. Alors, ça n'enlève pas l'amour qu'il y a vis-à-vis de toutes les personnes présentes dans le même foyer. Par contre, il va être là pour une personne en particulier. Et ce qui est rigolo, c'est de constater que ce n'est pas toujours l'humain avec lequel on va penser qu'il est en mission. Ce n'est pas toujours celui à qui il va faire le plus de câlins. Il peut être en mission avec un autre et faire des câlins à une autre personne présente parce qu'il va aller se recharger auprès de cette personne. L'animal domestique a toujours une mission. Il n'arrive jamais par hasard dans un foyer. Alors souvent on nous dit « oui mais je suis allé le chercher très très loin, je suis allé le chercher au bout de la France ». C'est l'animal qui a attiré l'humain, tout simplement parce qu'il est en mission avec un humain quand il est dans un foyer. Un chien, un chat qui arrive, qu'il a été recueilli à la SPA, ou qu'il a été pris sur une annonce, ou qui arrive tout simplement par une fenêtre ou par une porte, est un animal décidé qui vient en mission avec un humain. Toujours. Et on l'a remarqué dans toutes les séances, puisque l'intérêt de la communication animale, c'est de pouvoir exprimer la mission, et notamment nous dire qu'est-ce qu'il vient faire dans cette famille, et qu'est-ce qu'il vient faire ici, et avec qui. Ils ont des missions qui peuvent être des missions d'accompagnement, par exemple avec une personne âgée. Il y a autant de missions qu'il y a d'animaux et d'êtres humains, donc on peut en donner quelques exemples. Ça peut être une mission, ils peuvent se sacrifier aussi. Se sacrifier par exemple en prenant une partie ou la totalité de la maladie d'un être humain pour pouvoir le soulager, soit pour qu'il n'ait pas du tout la maladie, soit pour la partager. Et ça c'est quelque chose que nous on voit en communication animale et que les vétérinaires, en posant la question à l'être humain, ils se rendent compte effectivement, j'en ai discuté avec pas mal de vétérinaires et ils s'en rendent compte également. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à observer. Ils ne vont pas le faire par magnétisme, ils vont le faire parce qu'ils captent les émotions et les pensées des êtres humains. Et comme nous, nos maladies, elles ont pour origine tout ce que l'on est et tout ce que l'on vit, etc., etc., eux captent ça toute la journée. Leur taf, c'est ça. Toute la journée, ils captent nos pensées, nos émotions. On a la confirmation d'Inouk, tout va bien. Ça va, je dis pas de bêtises. Et à partir du moment où ils captent tout ça, ils vont prendre pour eux toutes ces informations et puis les transformer derrière en maladie. En fait, il va soulager une partie de l'être humain. Donc soit l'être humain, il ne va pas du tout déclarer la maladie, soit il va la déclarer comme partie. Si l'être humain, au niveau psychologique, il se libère de la cause de cette maladie, si la maladie n'est pas trop avancée, c'est toujours pareil, à ce moment-là, on va avoir ce que l'on appelle des guérisons miraculeuses. Qualifiées comme ça en tout cas. Par contre, attention toujours, c'est-à-dire que l'animal décide de le faire.
C'est pas l'être humain qui doit ensuite culpabiliser et développer une autre maladie. Attention, hein. C'est vraiment très important que l'être humain ne culpabilise pas par rapport à ça et par rapport à tout ce qu'ils font pour nous, parce que nous on fait plein de choses pour eux aussi, hein. C'est pas à sens unique, hein. C'est un véritable échange entre nous, hein. Eux ils décident de faire ça, ils ont du discernement, ils savent très bien ce qu'ils font et c'est eux qui décident. Et parfois en communication, si un être humain dit moi je voudrais expliquer à mon animal de ne pas faire ça, c'est pas son rôle, l'animal il va faire une patte d'honneur en te disant mais de quoi tu te mêles? Donc surtout ne pas développer derrière de culpabilité et de croire que tout est de la faute de l'être humain, non plus, hein. C'est vraiment un échange. L'animal a vraiment sa place dans le monde du vivant, mais au même titre que les arbres, la nature et bien sûr les humains. Les animaux nous font passer des messages très très forts par rapport à l'équilibre de la vie en général, notamment les animaux sauvages. Quand on parle avec les animaux sauvages, ils nous parlent de choses plus généralistes puisqu'ils ne sont pas rattachés à un humain. En revanche, ils peuvent nous parler de choses qui sont liées par exemple à des déséquilibres ou à faire attention à certaines choses. Encore une fois, ils ne sont pas dans le jugement, mais ils peuvent nous alerter sur certaines situations. C'était le cas par exemple, il y a un an, on était en stage à Biarritz et on faisait une communication avec les dauphins qui étaient au large, donc tous les stagiaires étaient sur la plage. Et ils nous avaient fait passer un message en nous disant attention, tant qu'on est là, vous êtes en sécurité. Et ce n'était pas forcément évident de comprendre ce message. Et depuis quelques mois, on assiste à un échouage massif des dauphins sur les côtes françaises. Donc les animaux nous font passer ces messages et c'est à nous les humains de les entendre et de relayer ce discours. Alors c'est toujours très amusant quand on arrive pour un rendez-vous chez quelqu'un avec un animal, parce que l'être humain va commencer à nous raconter des choses et comme on ne veut rien savoir, on va lui demander de ne rien nous dire. Mais la tendance, elle est toujours de nous dire regardez mon chien, regardez la tête d'Inouk, il a l'air complètement dépressif, ou triste, ou tout autre. Pourquoi? Parce que l'être humain va se baser sur ce qu'il voit avec ses yeux d'humain et immédiatement, il va interpréter tout ce qu'il voit. Ou un chat qui dort toute la journée, on va dire que les chats sont des feignants. Alors que le chat, en fait, il dort sur l'œil, comme tous les animaux. Merci. Et du coup, on va, nous, en communication animale, entendre ce qu'il a à dire de l'intérieur et non pas sur ce que l'on observe avec nos yeux d'humain. Là, par exemple, on voit le cheval, on peut dire il a vu une copine. Il a peut-être vu un autre être humain au loin. Est-ce qu'il a l'air inquiet? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? En réalité, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas posé la question. Et tant qu'on ne lui a pas posé la question, on ne peut pas savoir ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Les animaux ne jugent jamais quoi que ce soit. Ils n'ont pas ce fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mental. Donc à partir du moment... Ça c'est mon écharpe. C'est mes cheveux et mon écharpe, mon cœur. Les animaux n'ont jamais de jugement sur l'être humain ou sur d'autres animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mental. Le mental, c'est quoi? Parce que c'est important de le définir. C'est la capacité qu'a l'être humain à la fois de se poser des millions de questions en l'espace d'une fraction de seconde, mais en même temps de dire tout et son contraire dans la même seconde. Alors ça, c'est la première partie du mental, mais le mental, on est aussi bien content de l'avoir quand il s'agit de transcrire un compte-rendu de communication avec l'animal. Ou alors de fabriquer un ordinateur. Ou toute autre action qui nécessite d'avoir... toute autre action qui nécessite d'avoir accès à un questionnement. Alors on peut discuter avec tous les animaux, ce qui est très intéressant. Alors bien évidemment, on est souvent appelé pour des chiens, pour des chats, pour des chevaux, que ce soit des chevaux de particuliers ou des chevaux de course. On travaille notamment avec quelques écuries.
On est amené aussi à travailler avec des chiens de traîneau pour le positionnement des chiens dans la meute, mais on peut communiquer avec tous les animaux. Je suis intervenu dernièrement pour un frelon asiatique qui ne voulait pas quitter un appartement. Il y a encore quelques jours, j'étais en communication avec un perroquet. Voilà. Et puis dans la nature, on peut discuter avec tout type d'animaux, avec une biche, avec un renard, avec une sauterelle. Voilà, il n'y a pas de limite. Et ils ont tous quelque chose à dire, tous quelque chose de différent, qu'ils soient domestiques ou sauvages. On peut communiquer avec tous les animaux sans aucune exception, à part les moustiques. Là, les moustiques, ils ont été tellement insectisés qu'ils ont mutanisé en fait. Et on n'a plus accès à quoi que ce soit avec eux. Par contre, tous les autres animaux, que ce soit du plus petit au plus gros, on peut communiquer par télépathie. Donc si on a, alors les plus insolites que j'ai pu faire, dans les animaux sauvages, effectivement, c'est les baleines et les dauphins aux Açores, donc dans l'Atlantique, où là, il y a une multitude d'animaux qui viennent alors qu'on est dans des tout petits bateaux. Et j'ai pu avoir des échanges très profonds que vous pouvez retrouver, puisque j'ai fait des comptes rendus sur ma page Facebook et sur le site internet aussi. Ensuite, dans les animaux sauvages, j'ai eu l'occasion de parler au cours d'une randonnée avec une sauterelle. Donc ça paraît complètement dingue, et pourtant il y a un vrai échange, il y a quelque chose qui se passe, et il y a des informations qui sont hyper limpides aussi. Ensuite, au niveau des animaux sauvages, donc dans la nature, je rêve d'aller en Afrique du Sud, d'aller aussi dans d'autres pays à la rencontre d'animaux où j'ai besoin d'entendre aujourd'hui ce qu'ils ont à dire de façon individuelle ou d'une façon plus générale au niveau de l'humanité. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en 2020. Et puis là, on va retourner communiquer avec des dauphins en Égypte aussi. Et ensuite, les animaux domestiques, quant à eux, ils vont nous parler des petites choses de la vie, mais également de façon très profonde de l'être humain avec lequel ils sont en mission et de tous les êtres humains avec lesquels ils vivent. Ils ont accès à notre inconscient, donc ils peuvent aller chercher des informations, y compris quand ils n'étaient pas encore dans cette famille, donc pas présents avec l'être humain avec lequel on est nous en face à face ou au téléphone. Donc ils peuvent nous raconter l'enfance de quelqu'un alors qu'ils n'étaient pas là physiquement, parce qu'ils ont accès. L'être humain a aussi accès à tout ça. C'est juste que le conditionnement qu'on a eu a fait qu'on s'en est complètement coupé. Mais on a accès à tout ça aussi. Et c'est pas un don. C'est normal chez l'être humain aussi. La communication animale permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Elle permet de prendre conscience de déjà ce que les animaux sont capables de nous dire, mais surtout ce qu'ils sont capables de nous apporter. Quand on est un humain qui vit dans une société avec telle valeur, avec telle croyance, avec tel principe, on n'arrive plus à s'imaginer tout ce qu'il peut y avoir en termes d'énergie autour de nous. L'animal, l'humain, les végétaux, c'est un tout. Et il est très important de prendre conscience qu'il va falloir le préserver au maximum. Et les animaux nous font passer ces messages-là. Et si on se promène dans la nature, si on reste connecté à la nature, en permanence, on a des petits messages qui nous sont envoyés pour nous rappeler que cette terre est magnifique et qu'il faut la préserver et qu'on peut tout à fait vivre en osmose tous ensemble. Les animaux, eux, ont un cerveau qui émet en permanence des ondes cérébrales qui sont qualifiées d'ondes alpha, qui correspondent à un certain nombre de hertz. Chez l'être humain, quand on est en état d'éveil, on va émettre des ondes qui vont être qualifiées de bêta. Quand on est en relaxation légère, ça va être des ondes alpha. Et ensuite, on descend dans différents modes avec un certain nombre de hertz qui vont être différents. Donc, pour communiquer avec eux, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode alpha. On va se mettre en fait comme une onde radio sur la même onde. Et une fois qu'on y est, on va faire intervenir notre cerveau droit. Notre cerveau droit étant le cerveau qui nous permet l'intuition, qui nous permet la créativité, qui nous permet, et aussi les perceptions sensorielles. Et c'est de ça dont on a besoin quand on communique avec l'animal. C'est de percevoir avec nos sens toutes les informations qu'il nous envoie. Et une fois qu'on a terminé ça, on va repasser en mode bêta, donc en état d'éveil. Et là, c'est le cerveau gauche qui prend le relais et on va passer à l'action avec notre mental et on va pouvoir écrire avec des mots un compte rendu et traduire, et non pas interpréter,
je dis bien traduire, tout ce que nous a dit l'animal. Une fois que ça c'est fait, on peut en parler avec l'être humain et lui traduire avec des mots tout ce que l'on vient de capter d'une autre manière. Les mots justes, c'est important parce que parfois quand on fait des conférences, nous on dit, on entend, on voit, etc. alors que ce sont que des mots. Mais on n'a pas d'autres mots pour qualifier ce que l'on fait en communication animale. Ils n'existent pas, on va les inventer, on va faire un nouveau petit dictionnaire de communication animale. On est parfois à la limite de ce qu'on peut traduire avec des mots et on est obligé d'expliquer par une phrase ce que dit l'animal parce qu'un mot ne suffit pas. Et parfois on a même du mal à le dire parce que c'est tellement puissant, tellement profond que ça ne peut pas venir spontanément à la traduction. Donc il y a une chose très importante quand on communique avec les animaux, mais dans la vie en général, c'est la patience. D'être tranquille. Et puis il se passe ce qui doit se passer dans le temps imparti pour ça. C'est pour ça que les communications animales, elles peuvent durer 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, on ne peut pas le savoir au départ. On fait ce qu'il y a à faire. Et on écoute jusqu'au bout. Ça c'est très important. On va écouter jusqu'au bout tout ce que l'animal a à dire. Mais on a des communications qui sont extrêmement profondes parce que dans une communication animale, on va souvent plus profondément dans la relation avec l'humain. Et les animaux nous parlent de choses qui sont extrêmement profondes et qui donnent des pistes pour que l'humain aille mieux. Ça veut dire qu'un comportement inadapté que l'animal nous montre correspond à une problématique humaine. Et cette problématique humaine, il est indispensable effectivement de la mettre en lumière et surtout de la régler, parce qu'en la réglant, l'animal va aller beaucoup mieux. Il y a de nombreuses années, j'ai observé ce que moi je faisais en communiquant par télépathie avec les animaux et ça m'a amené à découvrir un certain nombre d'exercices nécessaires pour que l'être humain puisse se reconnecter à la télépathie, savoir ensuite comment il fonctionne quand il est en mode télépathique pour pouvoir, dès la première journée du stage d'initiation, commencer petit à petit à communiquer avec un animal. Et puis le lendemain, chaque être humain communique avec l'animal d'un autre stagiaire et voit que le voisin qui a communiqué avec le même animal va avoir des informations identiques. Et là, chacun découvre qu'il a bien communiqué avec un animal et tous les doutes petit à petit s'envolent. Tous les êtres humains le samedi matin qui arrivent en stage ont tous des doutes en disant mais est-ce que ça existe vraiment ? Je me suis inscrit mais bon, pas sûr. Est-ce que je vais en être capable ? Est-ce que la voisine va y arriver et pas moi ? Bon, c'est l'être humain, on fonctionne comme ça, on se pose des millions de questions. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai une personne que j'ai formée qui m'a dit « Écoute Shaina, ce serait bien qu'on se voit régulièrement pour pratiquer ensemble avec des animaux ». C'est comme ça que sont nées des journées de pratique supervisées où on va voir des animaux, donc ici par exemple dans ce lieu ou dans d'autres lieux avec d'autres animaux. Et on passe toute la journée à communiquer avec les animaux sur place ou des animaux de d'autres stagiaires. Mais présents, toujours. Alors après les stages d'initiation, il y a quelques années, j'ai des personnes qui m'ont demandé d'aller plus loin ou même d'en faire un métier. Et là, je me suis dit, mais c'est pas nécessaire de faire des niveaux dans la communication animale, puisque une fois qu'on a été reconnecté et qu'on sait communiquer avec les animaux, derrière, c'est des journées de pratique qu'il faut. Donc c'est ce qui existe, les journées de pratique supervisées. Et quand on a fait le stage d'initiation, on y a accès à toutes les journées de pratique qu'on propose. Je me suis dit de quoi on a besoin. Et là, donc, à force d'observation, je me suis dit, la première chose à faire, c'est comment transmettre un compte-rendu de communication avec un animal à un être humain pour que l'être humain entende tout ce qu'a dit son animal et que derrière, on soit sûr qu'il mette en place tout ce que l'animal suggère ou demande. Dans cette partie-là, c'est toujours possible ce que demande l'animal. Il ne va pas vous demander un jour d'aller monter en haut d'un arbre alors que vous ne pouvez pas. C'est toujours des choses qui sont possibles. Donc ça, c'est un des stages qui dure 6 jours. Et un autre stage, c'est un travail sur soi. Pourquoi ? Parce que si, quand on communique avec un animal d'une autre personne, on est meurtri par l'histoire de l'animal ou de la personne, on est touché au plus profond de soi, on va être complètement bloqué et on ne va pas pouvoir faire cette communication avec l'animal parce qu'on ne va pas être bien et donc on ne va pas pouvoir s'aligner pour pouvoir se connecter à l'animal. Donc c'est un stage qui dure 6 jours également, qui s'appelle Éveil de soi. Et suite à ça,
une autre partie très importante, c'est comment soulager les animaux au niveau des douleurs qu'ils peuvent avoir, comment les soulager avec ce qu'on a tous dans les mains depuis toujours, c'est-à-dire du magnétisme. On peut tous faire ça, soulager et apporter un apaisement aussi bien physique que psychologique à l'animal. Donc on ne va rien guérir, on va juste soulager. La notion est importante. Et ça, c'est un stage qui dure 4 jours, qui est aussi très intense, comme tous les stages, où il se passe plein de choses. Et le but à l'arrivée, c'est vraiment de développer ce qu'on a tous et qui n'est pas non plus un don que certaines personnes développent ou pas. Et puis après, alors pour les personnes qui veulent en faire un métier, ensuite on fait des rendez-vous ensemble. Et suite à ces rendez-vous, il y a un entretien qui permet de valider ensemble ce qu'on a envie de vivre à partir de maintenant, de l'état d'esprit. Et puis toutes les personnes qui ont leur certificat de capacité peuvent mettre sur leur carte de visite et sur leur site internet le colibri. Pourquoi le colibri? Puisque le colibri, c'est l'histoire qui est née dès le début où je me suis mise à enseigner la communication animale. Et cette histoire, elle résonne en moi. Et cette notion de faire sa part, pour moi, elle est très importante, aussi bien au niveau de la place juste dans ce que l'on fait. C'est-à-dire de ne pas en faire pas assez, mais de ne pas non plus en faire trop. Parce que quand on en fait trop et qu'on veut à tout prix sauver tout le monde, finalement on ne fait plus rien et on met son énergie dans des actions qui n'auront pas d'efficacité derrière. Donc pour moi, c'est plutôt d'éduquer, d'enseigner par rapport à ce qui se passe, y compris dans les abattoirs, y compris dans la captivité des animaux, y compris dans les nombreux abandons. On est en France, le pays où il y a le plus d'abandons d'animaux. Alors évidemment, particulièrement l'été. Quand on sait qui sont les animaux et quelle place ils ont dans le monde et pourquoi ils sont là, très sincèrement, on ne peut plus abandonner un animal. C'est plus possible. Je pense qu'il est important d'éduquer, de transmettre les informations pour que chacun sache et agisse ensuite en conscience. Pour moi, c'est important d'éduquer et de toujours rester avec une grande tolérance, sans aucun jugement vis-à-vis de qui que ce soit, mais de dire ce qui se passe pour que chacun puisse agir en conscience. Tout le reste ne m'appartient plus. Alors Charlotte, j'ai fait la communication avec ta ponette qui s'appelle FCB, on peut le dire. Donc CB, immédiatement, elle vient me dire que tu lui manques et qu'elle te voit plus autant qu'avant et que c'est très difficile pour elle. Oui, c'est normal parce que en fait, même si je suis tout le temps aux écuries entre guillemets, je reste quand même bloquée sur ma formation qui n'avance pas et j'ai pas forcément le temps de venir la voir et de m'occuper d'elle comme je le voudrais. Et est-ce que c'est possible pour toi de le prendre en compte puisqu'elle elle en parle? Ah oui, je le prendrai en compte, mais super. je vais faire de mon mieux pour pouvoir venir la voir plus souvent. J'essaye déjà de venir de temps en temps la voir, je fais mon maximum. D'accord. Elle t'attend en tout cas avec impatience. Ensuite, elle est arrivée à pas de velours et elle m'a exprimé beaucoup de mal-être qui est profondément enfoui à l'intérieur de toi. Et elle me l'a traduit avec une grosse quinte de tout. Et elle m'a dit, il est temps maintenant de t'exprimer, de dire ce que tu ressens et de te libérer des non-dits. Oui, ça me parle parce que là, je suis dans une période compliquée où j'avance pas et où je perds totalement confiance en moi, j'en ai même plus. Donc oui, ça me parle. Je continue. Il y a beaucoup d'émotions, donc elle te confirme que vous avez toutes les deux besoin l'une de l'autre et que la proximité physique est importante. Et elle dit que ça, de toute façon, tu le sais très fort dans ton cœur. Elle dit, j'aime être avec toi. Et elle dit, j'aime te transmettre des pansements dans ton cœur de petite fille. Ouais. Elle aime te transmettre de la délicatesse. Et elle a vraiment une demande à te faire. Elle te dit, sois gentil avec toi parce que tu le mérites tant. Et c'est pas une notion de mérite, de culpabilité ou autre. C'est vraiment que tu en as profondément besoin. Ouais. Ensuite, elle m'a dit qu'elle s'est fait mal pour attirer ton attention
sur le malaise physique. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment expliqué que tu peux arrêter d'utiliser que la force pour avancer et qu'en étant dans la douceur avec toi, tu auras beaucoup plus de résultats et de choses qui vont se mettre en place que de vouloir à tout prix tout casser, quoi. Oui, j'ai toujours été comme ça de toute façon. Je suis exigeante avec les autres, mais je me suis encore plus avec moi-même et je me mets des barrières et j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que ça avance pas. Alors elle te donne une sorte de solution. Elle te dit, regarde les situations que tu es en train de vivre d'en haut et pas les pieds dans la bouse et dans le crottin en fait. Elle te propose vraiment de prendre une certaine hauteur parce que tu vas te rendre compte... Je vais être plus objective. Voilà, c'est ça. Ouais. Et que surtout tu y verras beaucoup plus clair en prenant de la distance. Ouais. C'est possible pour toi ça? Je vais essayer. Ouais. Je suis aidée de mon papa, donc je vais essayer. Ensuite, elle propose que... Elle dit ouvre tout grand ton cœur. Et en ouvrant ton cœur et en arrêtant d'avoir peur, en fait, tu vas être consolé, mais presque naturellement. Donc elle parle de douceur pour toi, d'affection pour toi-même, de ne plus avoir peur de l'amour. Et le message que j'ai trouvé très important, c'est qu'elle dit tout est ok maintenant. Et toutes les barrières, elles ne sont pas complètement réelles. C'est moi qui l'ai vu. C'est ça. Je sais que c'est moi qui l'ai vu. Par rapport à elle, plus personnellement, elle est très contente de ne plus rien faire. Elle trouve que c'est le juste moment pour elle et que par contre, vous avez encore beaucoup de choses à vivre ensemble et elle t'aime de fou, quoi. Elle restera à la retraite avec moi. C'est prévu. Ce que je souhaite pour tous les êtres humains, c'est de trouver l'apaisement, de trouver ce chemin qui mène au bonheur au quotidien, ce chemin qui mène vers j'ai plus besoin de me poser des millions de questions parce que la vie devient fluide et des obstacles apparaissent systématiquement, mais ce ne sont plus des obstacles insurmontables puisqu'ils ne sont plus vus comme des obstacles, mais comme un moyen de progresser et d'avancer. Une fois que l'être humain, tous les êtres humains seront sur ce chemin, et c'est tout à fait possible, les animaux de toute façon nous accompagnent et quant à eux sur leur chemin de bienveillance, d'amour sans aucune condition, parce que c'est ça aussi ce que je ressentais tout à l'heure avec le cheval, c'est un amour sans aucune condition. Tous les cœurs seront entiers, bien au chaud, bien réchauffés et chacun pourra agir sans jugement, avec un discernement et un amour simple, que tout soit juste. Et à cette fin, je vous propose de regarder un film qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault, qui est un film qui est juste extraordinaire et qui est le lieu où je souhaite à chacun de vivre. J'aimerais, en faisant la part du colibri, que tous les êtres humains puissent entendre ce que disent tous les animaux pour pouvoir agir en échangeant, en discutant et en étant en interaction avec eux et non pas en pensant à leur place. C'est ça aussi, communiquer par télépathie avec eux.